J'invite maintenant, deux startups à témoigner. Je vais commencer par Maïssa Sandli. Je te prie de t'avancer, de t'installer. Et Rami Kalboussi. C'est le mien, merci. Donc, on a sur le podium deux startups qui se sont lancées dans l'économie bleue durable, dans le domaine du maritime, on va dire. Et donc, ils vont nous parler de leur retour d'expérience. Je commence par Maïssa Sandli, fondatrice et CEO de BlueTN, un média online spécialisé dans les questions environnementales. Premier magazine numérique tunisien traitant des sujets de la préservation de la nature et de la biodiversité avec beaucoup de connaissances et de précision. Nominée lauréate des prix de la Dutch Whale et du programme Entrepreneurship Lighthouse de l'Union européenne, titulaire d'un master en gestion de qualité, de la sécurité et de l'environnement, d'une licence en biotechnologie appliquée et de certificat universitaire en développement durable de l'Université de Michigan. Active dans la société tunisienne depuis 2015, menant des campagnes pour la préservation de la nature et de la biodiversité avec des ONG locales. Elle a dirigé plusieurs formations en communication numérique pour les campagnes de défense de l'environnement, comme Euromed, ATPNE, Environnement et la Ligue des femmes. Merci d'être avec nous, Maïssa. Rami Kalboussi. Alors, sa profession est celle de la technologie et de l'environnement. Rami est spécialisé dans la construction de nouveaux produits pour les applications de surveillance et d'études de l'environnement. Sa philosophie technologique, c'est celle modulaire, fiable et rentable. Rami a 5 ans d'expérience dans ce domaine. Des technologies bien évidemment sous-marines, et c'est le fondateur et CEO de Seaboat, où il construit la prochaine génération des robots sous-marins. À toi, Maïssa, pour nous donner un feedback, un témoignage de ton lancement en tant que start-up dans ce domaine avec donc BlueTN. Merci Elie. Je vais présenter en fait BlueTN brièvement. Bonjour tout le monde. Alors, je vais rester ici, c'est mieux. Ah oui, super, ok. Ah, non. C'est un peu lourd. Ok. Est-ce que vous connaissez le mec en fond d'écran? Celui-là? Vous le connaissez? Oui, exactement, de l'Amazonie. En fait, c'est une tribu qui s'appelle Waorani. En Amazonie, il se trouve en Équateur. Et cette tribu, aujourd'hui, elle souffre. Elles ont perdu des personnes, elles ont perdu des familles, elles ont perdu leur source de vie, la rivière de l'Amazonie. Elles ont perdu la forêt. Et c'est à cause de qui? Les compagnies pétrolières. Il y a 2 mois, j'étais chez eux. J'ai filmé un documentaire sur la déforestation en Amazonie, avec une tribu aussi qui s'appelle les Quichua. J'ai passé un bon moment chez eux. Et c'était, comment vous dire, c'était très frustrant, ça fait très mal. Vous passez tout le séjour en pleurant. C'est juste parce que ces gens-là sont en train de mettre leur vie en danger pour nous protéger. Pour nous protéger ici, oui, en Tunisie. Parce que l'Amazonie, c'est pas un intérêt, ça n'intéresse pas seulement les Amazoniens, les Équatoriens, les habitants de l'Amérique du Sud. Non, ça intéresse tout le monde. Chaque habitant sur cette terre. Donc, pourquoi j'ai créé BlueTN? Tout d'abord, avant de passer à pourquoi, je vais vous présenter en 18 mois ce que nous avons réalisé et dont je suis très fière. En 18 mois, nous avons reçu 2 prix. Celui de l'innovation avec Deutsche Welle, dans le cadre du programme Media Love Tech. Et nous sommes encore supportés et financés par Deutsche Welle, c'est notre principal partenaire. Et aussi celui de l'impact social. Nous sommes aujourd'hui le partenaire local de Earth Network Journalism et nous travaillons pendant toute une année sur la protection de la biodiversité marine. Nous avons signé 2 partenariats avec 2 radios. Le premier partenariat, c'était avec IFM
Et maintenant, nous sommes avec Express FM parce que nous ne considérons pas les autres médias comme des concurrents, mais plutôt nous nous complètent. Et c'est notre rôle aussi aujourd'hui, c'est d'imposer les questions environnementales au cœur de l'agenda des autres médias. Mais aussi, donc, nous avons organisé il y a quelques jours le premier événement national sur la corruption environnementale. Et M. Abdelmajid, il peut vous raconter beaucoup de choses sur la corruption environnementale en Tunisie. Et suite à cet événement, il y a beaucoup d'échos dans les couloirs du ministère de l'Environnement et même des accusations. Et ça nous a motivés, et c'est une nouvelle aujourd'hui que j'ai reçue, que nous allons renouveler cet événement. Mais l'année prochaine, sur la corruption environnementale, nous allons découvrir beaucoup de dossiers cette fois. Et donc Bleu TN, en gros, c'est le premier média digital, je précise, il est créatif, je vais vous dire pourquoi, qui a dédié toute sa ligne éditoriale aux questions environnementales et à la sensibilisation en premier lieu. Donc c'est un peu lourd. Voilà. Non. Ça marche comment? J'avance, mais... Quelqu'un de la régie. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, pourquoi j'ai créé Bleu TN? Alors, en 2017, je suis partie faire le tour de ce Tunisien à vélo avec une amie que je chéris beaucoup, pardon. Et nous avons passé environ 20 jours au sud tunisien toute seule. Nous avons visité beaucoup de villages méconnus par le tourisme de masse en Tunisie. Et nous sommes rentrés avec des images, très belles images des communautés au sud tunisien et des paysages qu'on a vus, mais aussi des images bouleversantes en fait. Je me rappelle en sortant de Gebes, en allant vers Matmata, à droite et à gauche des oasis de tapis bleus de sacs en plastique. Des rivières asséchées, partout où on va, des rivières asséchées. Les agriculteurs souffrent aujourd'hui. Et aussi, en fait, cerise sur le gâteau, en rentrant par Gebes, nous sommes sortis pour prendre le train à 5 h du matin. Le gaz toxique, il a brûlé nos poumons. Les habitants de Gebes, ils y vivent toujours, tout le temps. C'est leur quotidien. Le gaz toxique de Gebes, du groupe chimique de Gebes. Le désastre écologique qu'on a découvert à Gebes. Et le désastre aussi écologique qui est en train de détruire la santé des citoyens à Gebes et que même les médecins aujourd'hui refusent de signer les rapports qui prouvent qu'il y a un lien direct entre la pollution du groupe chimique et la dégradation de la santé des habitants là-bas. Et aussi, en parlant avec les gens là-bas, nous avons découvert que les citoyens tunisiens sont très peu sensibilisés à ces questions. Ils ne savent pas qu'il y a aujourd'hui un lien direct entre la crise climatique et la pénurie de tomates, par exemple. Il y a un lien direct. Aujourd'hui, il y a un lien direct entre tout ce qu'on est en train de vivre et la crise climatique. Il faut juste creuser un peu et vous allez trouver la cause racine. Et aussi, en ouvrant en fait, la télé ou bien les radios, je trouve ils parlent des actualités économiques, des divorces d'Alé Chebi, de pénurie de lits, du discours de notre cher président, de tout en fait, de tout et de rien, mais pas des questions environnementales, pas de l'environnement. Et même quand on trouve des gens qui parlent de l'environnement, ils ont du mal à expliquer aux citoyens les problèmes, en fait. On a un problème de communication. Et donc tout ça m'a donné l'idée d'utiliser la plateforme qui est aujourd'hui utilisée pour manipuler des élections, par exemple, en l'occurrence en Tunisie, qui sont Facebook, et l'utiliser pour sensibiliser les citoyens. Mais ce qu'on a fait, c'est que nous avons choisi le langage le plus parlé par le tunisien, qui est le dialecte tunisien.
tout simplement. Parce qu'on a fait l'expérience et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la langue ou bien le langage le plus parlé sur les réseaux sociaux, c'est le dialecte tunisien en premier lieu. Après, l'anglais. Donc, les Tunisiens deviennent de plus en plus anglophones. Donc, ça, ouais. Et surtout les nouvelles générations. On est au sommet francophone. Ah, pardon. Non, non. La deuxième langue, c'est français. je me trompe. Donc, le premier langage parlé sur les réseaux sociaux, c'est le dialecte tunisien. Donc, il fallait sensibiliser les citoyens aujourd'hui en utilisant leur langage, le langage le plus parlé, les mots populaires, les proverbes populaires, même les chansons populaires. Et vous allez voir ça. Il est déjà, par exemple, on a utilisé la chanson Jitenom el Mouja Gelibni, on a dit Jitenom le Nas Gelbetni. Et vous savez, aujourd'hui, l'Office national de la pollution, il est en train de faire les crimes qu'il est en train de commettre dans nos plages tunisiennes. Donc, donc le premier axe sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la sensibilisation du grand public à travers la vulgarisation et la simplification des phénomènes climatiques et environnementaux les plus compliqués aujourd'hui. On utilise les mots les plus simples et on se met à la place d'un citoyen lambda qui s'en fout de l'environnement, qui ne comprend rien à l'environnement, et on se met à la place de ces citoyens et on veut les toucher parce que c'est eux qui sont les plus touchés aujourd'hui. Et c'est eux qui sont ce sont les communautés les plus vulnérables aujourd'hui et qu'on doit les sensibiliser. Parce que si on veut faire un changement aujourd'hui, le changement ne vient pas de haut. Il vient de eux, du niveau le plus bas. Donc, et si le changement n'est pas accepté par les communautés locales, et si vous allez dépenser des milliers et des milliers et des milliards d'euros, vous n'allez rien faire comme impact. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur la sensibilisation des communautés locales et des citoyens pour pouvoir après implémenter les projets et pour que ces communautés aussi acceptent ce changement. Donc, c'est très important aujourd'hui de sensibiliser le grand public et c'est ce que nous sommes en train et ce que nous avons réussi à faire à BloTN. Alors, le deuxième axe, c'est la valorisation. La valorisation des associations, des militants environnementaux, mais aussi des entreprises éco-responsables. Et éco en majuscule, pourquoi? Parce que notre ligne éditoriale aujourd'hui, elle bannit le greenwashing. Donc, puisqu'on a banni le greenwashing, on ne travaille qu'avec les entrepreneurs éco-responsables. Je vais vous montrer un exemple de brand content qu'on a fait pour une entreprise qui fait des composteurs. Et je vous souhaite... Voilà. Donc, voilà la vidéo. नमस्ते शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे लेकिन ध्यान से सुनना आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास पूछो कैसे आपकी इज्जत एक बार गई तो गई हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है साली खत्म ही नहीं होती बिरजू तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है मुझे तेवर दिखा रही है तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं कमाठीपुरा रजियाबाई का था कमाठीपुरा रजियाबाई का रहेगा ये आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर आंखें मिलाकर अपनी हक की बात की है भाई Alors, merci. C'est une vidéo de brand content qu'on a. On essaie en fait de réfléchir, de make it cool en fait, de faire de l'information autour de l'environnement plus cool. Et le troisième axe sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est d'influencer les décideurs et policy makers en Tunisie, mais aussi les autres médias. Je vais faire vite. Juste. Ah, ok.
Ok, ça marche. C'était juste... ok, je finis. Donc, si vous voulez voir notre vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux, sur la pollution plastique dans la Méditerranée, vous allez l'adorer, je vous assure. Il faudrait partager le lien. On vous l'enverra par la suite. Ou bien, donc, vous pouvez nous visiter sur notre page Facebook, donc c'est Blue TN. Ça, c'est une émission cuisine qu'on a fait sur la mauvaise gestion de l'eau. Donc, en fait, on fait le détournement de plusieurs concepts. On prend le journal, l'émission cuisine, d'autres émissions qu'on détourne pour sensibiliser. Donc, vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est Blue TN, et notre magazine en ligne, c'est bluetunisia.com. Merci. Merci beaucoup, Maïssa. Merci pour cette belle expérience. Et ça me rappelle effectivement, effectivement, dans des forums, dans des symposiums, dans des sommets, on parle effectivement de tout ce qui est, toute la partie écologique, toute la partie protection de l'environnement commence dans les éviers. Il ne faut rien jeter dans les éviers sans faire un tri pour qu'ils ne se retrouvent pas dans les rivières qui, par la suite, se retrouvent dans les océans et les mers. Donc, le premier geste, c'est un geste pour la mer, faites un tri. Le plastique ne va pas dans les eaux ou dans les éviers. Mais là, je me suis dit, en fait, donc ça m'a rappelé ça exactement. Merci pour ce rappel. Elim, juste quelques secondes. Pour le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Sfax, au port de Sfax, c'est le meilleur exemple de l'importance aujourd'hui du tri sélectif. Moi, je ne dis pas que c'est la responsabilité de l'État seulement, c'est une responsabilité partagée entre les citoyens qui ont abouti pour un système de surconsommation non raisonnable et entre la corruption politique et environnementale de tous les responsables qui ont gouverné ce pays depuis des années et qui nous ont conduit à ce désastre écologique. Merci. Maïssa, pensez à réparer et ne pas réacheter. C'est la devise pour protéger l'environnement. Rami Kalboussi, à toi l'honneur maintenant de nous parler de Seaboat et de la technologie que tu as mis en place. Seaboat, c'est S-E-A-B-O-T. Donc, c'est pas séparé, c'est pas boat. Donc, excuse my French, first of all. Donc, Seaboat, principalement, c'est une entreprise qui fabrique et conçoit sa propre marque de robots sous-marins. Donc, ce qu'on fait principalement, on crée des véhicules, ce genre des véhicules akbar shouya min drones, mais ce ne sont pas des drones, et sont dédiés pour l'inspection des fonds maritimes. Donc, en fait, à Seaboat, on a deux sections. On a la section scientifique, on a l'un de nos conseillers, c'est Slim, qui existe là-bas, c'est Slim Gana, c'est un océanographe. Et ce qu'on fait, c'est on crée des dispositifs et des systèmes pour l'échantillonnage de l'eau, pour la collection de données, la mesure et le contrôle de la qualité d'eau, la prise des échantillons et aussi le traitement des échantillons in situ, donc sur le champ. Donc ce qu'on fait à Seaboat, on clone des laboratoires d'analyse et de recherche et ces laboratoires inside les robots internes. Et on a la section industrielle où on fait l'inspection des stations de pétrole, des stations d'énergie renouvelable, l'inspection des câbles et pipelines. Seaboat a 18 mois d'existence. On a exporté la première batch de nos robots, on a 2 mois. Il y a une autre batch qui va être exportée en février aussi. Et principalement, la vision, ce qu'on essaie de faire, c'est de décentraliser l'utilisation de robots sous-marins parce que la technologie, ça coûte énormément d'argent pour les opérateurs. Et ce qu'on essaye de faire, c'est un arceau les coûts de ces robots-là pour que commercialisable et aussi plus utilisé. Un aquaculteur ou un opérateur maritime ou un pétrolier faire d'investir 1 ou 2 millions d'euros pour avoir tout un équipage, un robot sous-marin, le déployer et tout. Il a le même robot avec les mêmes capacités à 1/10 de ce prix-là. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire à Seaboat. Voilà, on essaie vraiment de
plutôt rendre les robots sous-marins plus curieux, intégrer des technologies d'autres industries et aussi principalement on n'invente pas la roue, on essaie d'utiliser des technologies qui existent et on fait l'adaptation à la robotique sous-marine. C'est un domaine avec trop de challenges. Il y a vraiment un former NASA executive said la technologie sous-marine est plus compliquée que l'industrie aérospatiale. Donc, tu peux communiquer avec un robot qui existe à Mars, mais tu peux pas communiquer en temps réel avec un robot qui est sous l'eau. Donc, voilà. Grâce à vous, ça va être possible. Non, non, ça va pas être possible. Techniquement, c'est pas faisable. Donc, c'est la physique. Hein. Bon, on peut communiquer, mais avec des fréquences très basses, mais on peut pas transmettre des vidéos ou de temps d'informations énormes en temps réel. Donc, voilà. Juste, s'il y a des questions, je peux répondre. C'est juste un petit intro pour l'entreprise. Merci, Rami. Donc, s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. C'est Inès, tu veux questionner. Salam. J'ai parlé un peu en début de session avec vous. Je suis un peu curieux sur le modèle de scalabilité. Vous avez mentionné 23 personnes. Moi, je suis à 2 à peine. J'essaie de trouver les salaires. Je viens un peu du monde de la recherche. Je comprends l'importance de la recherche et l'impact qu'elle peut avoir sur des projets afin de les propulser. Je ne sais pas si vous avez une formule comment intégrer la recherche avec les startups, comment Seabot a réussi à le faire. Voilà. En fait, ça dépend vraiment du domaine d'opération, mais juste l'exemple, qu'on a créé un réseau de partenaires en R&D un peu partout dans le monde et on essaie d'utiliser les ressources qui existent. Si il y a un centre en R&D en Allemagne qui a de l'expertise dans la technologie X, ça ne sera pas utile si on a la même chose, donc on les contacte, voilà, on veut une licence ou on veut utiliser ça et on utilise la techno. Donc il faut vraiment penser à ne pas réinventer la roue, faire des efforts à déjà ta'amlou. Donc c'est ça, je pense, la question clé, l'idée principale qui était derrière un Seabot, elle fait tout ça. Donc on doit remercier la veille. Donc ma question, Rami, j'ai vécu avec toi l'expérience à Gamart que tu as essayé le prototype. Version. C'était 2021. Exact, c'est l'ancienne version. Ouais. Donc moi je voulais savoir donc l'évolution que vous avez fait dans le produit, parce que nous, tu sais, dans les travaux sous-marins, c'est trop pénible d'envoyer un plongeur dans des espaces clos et tout ça. Donc la technologie, donc, elle est très très bénéfique, surtout pour les analyses de l'eau, l'échantillonnage et tout. Donc je voudrais savoir où nous sommes tout. Voilà. Ok. Bon, merci Sianis. Dès le début, bon, c'est l'un de nos premiers contacts في تونس. En fait, plutôt ce qu'on a fait بعد آخر مرة تقابلنا فيها. Donc, plus ou moins du point de vue technique, on a changé un peu la vision par rapport à ce qui existe sur le marché. On développe un robot. Principalement, 95% des missions d'opération ou d'inspection maritime sont avec des plongeurs. Donc, on a fait une étude. Les plongeurs, exactement les tâches et comment cloner ça dans un robot. Donc, on a fait le chemin inverse. Les missions exactes, le plongeur, on a tout automatisé. On a l'objectif, on veut atteindre 80% d'émissions concrétisées par les plongeurs. Le robot Seabot on est donc plus efficace et moins cher. Il y a un coût compétitif qui est juste une information. Un plongeur industriel, il y a 1 heure de plongée, ça coûte 1 300 € par heure.
Et chaque année, les institutions de plongée في العالم الكل قاعدين ينقصوا في التaux de plongée et la fréquence et tout. خاطر نحكيو على des gens يهبطوا 130 mètres avec des gaz الكل. On a في تونس في ال 40 سنة في ال 20 سنة الأخرانية 45 morts. في العالم, il est à 7 pour 1000 taux de mortalité, il est à 27% taux d'handicap partiel après la retraite. Donc c'est un métier qui va disparaître d'ici 5 ans. Donc d'ici 5 ans, Seabird va automatiser les plongeurs. Donc c'est ça où on est. Exactement. Donc, on essaie de faire ça à travers des projets financés par l'Union européenne. Donc, on essaye d'avoir ça, des fonds pour faire des projets pilotes Fitonos. On a un projet avec Sislim déjà maintenant en cours, qu'on va le faire via Mestir. Et on est même en train de solliciter les institutions de recherche Fitonos pour utiliser les robots internes et la techno qu'on a pour faire des projets pilotes, que ce soit pour la détection des pathogènes et des microbes dans les plages ou même chez les aquaculteurs. Mais c'est tout dans le cadre de l'RSE de la start-up. Et aussi, après tout, d'ici 4-5 سنين جايين, on ne fait pas vraiment un plan d'action pour sauver les plages. الكل باش نمشيو نعوموا في اللاك, donc d'ici 2027. Donc voilà. كان قاعدة هذايا معناها. Bonjour. Premièrement, félicitations. Félicitations pour ces deux beaux projets. Et je voudrais poser une question à Maïssa. Je constate que vous avez un projet à fort impact. Et étant entrepreneur dans un écosystème assez lié à la digitalisation de l'information et de la communication liée aux communautés intéressées par les projets et les produits environnementaux, est-ce que vous avez mesuré ou comment pouvez-vous mesurer l'impact de votre projet dans la création des communautés responsables? Parce que réellement, les projets des startups ou des projets socio-environnementaux ne peuvent survivre que par la création de communautés engagées et de communautés de consommateurs. Donc, selon votre expérience, comment mesurez-vous l'impact de votre projet sur la création d'une pareille communauté? Merci. Merci pour la question. Alors, il y a plusieurs types de comment on peut mesurer l'impact. Premièrement, à travers les méta-business, donc vous avez de nombre de reach-out par poste. Et en plus, on a la qualité en fait de partage, les leaders d'opinion qui partagent donc nos posts. Ça, c'est un autre volet, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est on est en train de compter combien de membres de notre communauté ont adhéré à des associations environnementales, par exemple. Parce que nous sommes en train de promouvoir les actions des associations et nous faisons après le calcul combien de notre communauté. Et jusqu'à maintenant, nous avons plus que 200 de notre communauté qui ont adhéré à des associations environnementales. Le troisième volet aussi, c'est, par exemple, je te donne, chaque jour, je reçois des messages d'un pêcheur qui a sauvé une tortue de mer, des citoyens qui nous envoient des messages en disant « Moi, j'ai adhéré à une association, j'ai participé à une campagne de reboisement, j'ai banni le plastique de ma vie. S'il vous plaît, donnez-moi comment je peux être plus éco-responsable dans ma vie. » Et il y a aussi un autre volet, notre équipe
et elle est sollicitée aujourd'hui et invitée dans tous les médias presque pour parler de nos articles. Donc nous sommes vraiment en train d'influencer les autres médias. Et vous voyez aujourd'hui, par exemple, depuis 2 ans, les questions environnementales dans les médias sont de plus en plus présentes. Par exemple, notre vidéo sur la pollution de l'ONAS au banlieue sud a poussé 3 députés à l'époque à questionner le ministre de l'Environnement. À l'époque. Donc, ils nous ont contactés pour dire, voilà, nous avons vu votre vidéo, nous voulons l'utiliser pour questionner le ministre. Donc, ça, c'est autre chose. Et l'année prochaine, nous allons lancer un projet qui s'appelle Bluetain Academy. Donc, nous allons faire des clubs dans les universités, dans les écoles, une chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais pas dans un cadre de projet. Donc, nous allons l'officialiser dans un projet l'année prochaine et donner des masterclass et des formations pour les associations, les communautés locales, et dans les écoles et les universités sur le journalisme environnemental créatif. Donc, et comment communiquer sur les questions environnementales et sensibiliser. Donc ça, c'est un autre volet aujourd'hui aussi. Merci. Merci Maïssa pour tes réponses. Le micro, s'il vous plaît, pour... Bonjour, merci. Alors moi, j'aurais deux petites questions, remarques. La première, c'est... je suis dans le domaine environnemental depuis une dizaine d'années, parallèlement à mes activités. Et on a un gros problème, c'est qu'on est pas mal, mais on est chacun tout seul. Et quand est-ce qu'on commencera à créer un vrai réseau pour faire justement ce lobbying dont on a besoin, pour avoir un réel poids, parce qu'on agit chacun dans notre coin avec nos actions et nos activités. Et je pense que ensemble, on aurait un plus fort poids. C'est l'opportunité. Et la deuxième remarque, c'est par rapport à Seaboat. Vous avez un super modèle économique, mais moi, il m'embête un petit peu parce que vos principaux clients, c'est les plateformes pétrolières, c'est ceux qui ont les pipelines, c'est eux qui vont vous financer. Et le risque, c'est pas qu'il se passe sous l'eau demain. On verra ce qui se passe sous l'eau demain, ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui en Amazonie et ailleurs. C'est-à-dire que finalement, si on explore, ce ne sera pas juste pour l'intérêt scientifique, voir ce qui se passe en dessous, mais pour aller chercher ce qu'on peut éventuellement utiliser économiquement. Merci. Juste, très rapidement. 70% de l'activité de l'entreprise dédiée pour les technologies qui servent à faire le contrôle de la biodiversité et l'assessment de l'écosystème maritime. Et ce qu'on fait chez les pétroliers, en fait, on aide les pétroliers pour ne pas polluer l'environnement. On fait la détection des leaks et on fait l'inspection des infrastructures sous-marines. En fait, avant de يترشق le pipeline, avant de tirer une fissure, on l'aide pour identifier ça, pour ne pas tirer la fissure. Donc, c'est ça ce qu'on fait principalement. Et comme on fait ça chez les pétroliers, sans l'abed avec l'expérience la plus approfondie dans le domaine offshore. On a l'objectif pour faire ça avec les plans d'énergie renouvelable, l'énergie de vent et tout ça, donc les home offshore bien sûr. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire la prévention des catastrophes chez l'industriel et pas d'aider les industriels. Merci pour ces précisions. Il nous reste 3 questions. Donc, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, merci à vous deux pour vos interventions. J'aurais peut-être un petit commentaire pour Maïssa. Il faut être conscient que des organismes comme l'ONAS traitent des eaux qui ont été en fait émis par chacun de nous. Et que cet organisme est un organisme qui a son histoire et qui reflète en fait d'une certaine manière la société tunisienne. Et je pense que l'approche accusatrice n'est pas la bonne. Il faut avoir une approche intégrative et sensibiliser ces organismes pour le changement des méthodes de travail. Je pense que de cette façon-là, on sera plus efficace pour atteindre un objectif, c'est-à-dire diminuer la quantité d'eau polluée
qui arrivent dans le milieu récepteur, que ce soit les oueds ou le milieu marin. Donc, j'ai cité l'exemple de l'ONAS parce que tu l'as cité, mais je pense qu'on pourrait faire la même chose avec l'ensemble des organismes tunisiens qui sont là, qui nous représentent d'une certaine manière pour une activité donnée. Bien entendu, s'il y a corruption, bien entendu, il faut la dénoncer et il faut lutter contre. Bon, voilà donc le conseil que j'aurais. Merci pour le commentaire. Juste, je rebondis. Alors, je suis journaliste. C'est mon métier. C'est mon métier de critiquer tous les responsables d'État, du maire au président. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'ONAS, depuis des années, nous sommes, la société civile, les journalistes, nous sommes en train de dénoncer la pollution qui est en train, le désastre écologique qui est en train de commettre dans les plages. L'année dernière, 21 plages ont été bannies officiellement. Il y a d'autres plages qui... Ouais. Il y a d'autres plages qui... L'année dernière, je suis allée faire du plongée à Merdé, à 6 km au fond de la mer. Il y avait le bouche de l'ONAS. Et quand tu vas, les fonds de la mer, c'est désolant en fait. C'est désolant. Et c'est un crime qu'on est en train de commettre, non seulement pour notre génération, mais pour les générations futures. Donc, c'est un constat. C'est vrai que nous devons aller dans une approche, ce qu'on appelle, nous, le journalisme constructif. Donc, nous, à BOTS, ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai, on critique les organisations, mais à la fin, si vous voulez voir notre page, de chaque article, on essaie de proposer des solutions. C'est ce que nous sommes en train... Et les solutions sont là, et l'argent et le financement est là aussi. Je peux vous assurer, monsieur, le financement, on l'a eu. Mais je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, le financement, où est-ce qu'il est allé? Le problème. Monsieur, au fond. Oui, en fait, je remercie Madame Issa d'évoquer Sfax, qui est ma ville natale. En fait, je veux savoir l'impact, surtout un sujet d'actualité, l'impact on met des déchets, des tonnes de déchets dans la mer maintenant, et on brûle des tonnes de déchets à côté de la côte. Je veux savoir l'impact de cet acte-là sur l'économie bleue de la région de Sfax et de Kerkina, surtout qui sont une région productive de poissons. Merci. Alors, l'année dernière, j'ai fait une interview pour un pêcheur. Le premier impact, c'est l'impact direct sur les pêcheurs. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils souffrent parce que ça impacte aussi les bateaux, leurs bateaux. Donc, ça détruit les bateaux. Donc moi, je ne suis pas une experte dans ce domaine-là, mais ce que j'ai relaté comme une information. Le deuxième impact, c'est la pollution plastique. Aujourd'hui, il y a une diminution très claire du nombre de poissons dans la mer. Et par exemple, j'étais à Manzelbourguiba aussi, il y a 2 semaines, il y a des poissons qui sont infectés. Ils pêchent aujourd'hui, les pêcheurs, ils pêchent des poissons infectés. Donc, avec une peau, oui, c'est vraiment désastreux. Donc, mais je laisse les experts, peut-être Madame Rim, expliquer plus. Alors, le troisième impact, on va dire, ces déchets produisent des substances chimiques qui, quand ils sont mal en fait, déposés, vont infiltrer les nappes phréatiques, le sable, et arriver jusqu'à la mer. Et donc, ils vont, de façon naturelle, comme tout déchet qui arriverait, à polluer l'environnement le plus proche. Et donc, l'environnement aujourd'hui pour Sfax, ça a été la plage, la mer, et si on continue comme ça, parce qu'il faut les déchets, il faut les mettre dans soit mettre en place comme une bâche, une géomembrane, effectivement, pour stopper l'infiltration. En fait, ça devient comme une imperméabilisation de ce dépôt de déchets. Aujourd'hui, on ne le voit pas, et ça cause automatiquement l'impact direct que nous voyons de pollution, que ce soit une pollution... en fait, c'est très néfaste parce que c'est une pollution pratiquement chimique. Mais on n'a plus de temps, là. C'est la dernière avec l'intervention de...
C'est juste pour parler un peu de l'ONAS. C'est un organisme étatique qui, comme beaucoup d'organismes qui appartiennent encore au ministère sous tutelle du ministère de l'Environnement. Et sur une étude récente de 2020, la MPE, un organisme étatique aussi bien sous tutelle du ministère de l'Environnement, dans cette étude, 2 grands pollueurs, les agroalimentaires sont à 16%, l'ONAS, il est à 40%. Donc le plus grand pollueur, monsieur, je suis désolé, c'est l'ONAS. L'ONAS, nous sommes, tout foyer est en train de recevoir une facture de la sonnette. Nous sommes en train de payer l'eau qui vient au foyer. Et nous sommes en train de payer l'eau qui sort. Donc l'ONAS, il est en train de payer par le consommateur tunisien. Donc on exige la qualité. Puisqu'il est payé par notre argent, on exige la qualité. L'ONAS, il est demandé de traiter d'une façon primaire, secondaire et tertiaire. Une fois les eaux usées sont traitées au tertiaire, elles vont être presque comme l'eau de robinet. Mais seulement ces eaux passent aux plages, sur 34 km des plages du Grand Tunis, de Rawed à Bourg Sadria. Il y a 6 plages interdites à la baignade. C'est par annonce du ministère de la Santé qu'on y croit encore. Donc le NAS n'est pas unisson de tout, monsieur. Désolé. Mahdi, à toi la parole, je suis obligée. Non, non, j'ai compris que vous. Non, mais je pense qu'il y a une confusion. Oui, il y a une confusion, je vais y remédier. Interprétation de ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas remis en cause le fait que l'ONAS est un pollueur. Et je le souligne encore une fois. J'ai dit quelle est la meilleure manière de communiquer avec cet organisme. Donc, comprenez mieux. C'est qu'il faut proposer. Non, écoutez, on va se respecter, s'il vous plaît. On va dire juste qu'il y a des moyens et des solutions à proposer. Ben, il faut être dans une... Oui, mais un criminel, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une institution publique. C'est une institution publique, donc il faut... Mais on va vers une rupture dans ces cas-là. Il faut être toujours dans une position positive. À nous, citoyens, à nous, personnes qui travaillent dans des associations et qui représentent ces associations, de pouvoir imposer. Je sais que ce n'est pas facile, mais on ne pourra pas aller dans la... Je sais, mais on ne pourra pas... Mais... Donc, d'abord, je voudrais remercier Rami et Meïssa d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Donc, bien sûr, on pourra parler de corruption, criminalité, et même faire des procès, hein, tout ce qu'on veut. Hein. Ce n'est pas un problème, ça. Donc, mais quand on regarde le terrain, on fait même l'émission de Hamza Balloum et Harar Karba, non. Pas comme ça, non. L'important, c'est d'évaluer les résultats sur le terrain. Ça ne marche pas. Même si on dénonce d'ici 2050. Ce n'est pas grave. Nous avons fait le groupe Starfish pour travailler autrement. Donc, par contre, j'ai remarqué que Meïssa voyage beaucoup. C'est très important, ça. C'est très important, ça. Moi, je trouve que c'est très important parce que moi aussi, je voyage, donc je sais ce que c'est. Je voudrais te poser une question pour avoir ton point de vue. Comme tu voyages, certainement, tu fais des comparaisons dans ta tête. Je suis sûr de ça. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses du système des études d'impact sur l'environnement. Peut-être qu'on n'est pas en train de bien prévoir, de bien analyser et qu'on subit par la suite. Est-ce qu'à l'étranger, on fait mieux qu'ici? Ou est-ce que c'est la même chose partout? Comment enfin, un peu de comparaison. Il y a les défaillances partout, dans tous les pays sont les mêmes problèmes. Par rapport à la Tunisie, en tout cas, ce qui a été mentionné dans notre événement sur la corruption environnementale et ce qui a été en tout cas répété par pas mal de journalistes et d'organisations qui luttent contre la corruption, c'est qu'il y a une opacité totale de la part de l'État et du gouvernement et des institutions publiques par rapport aux études d'impact environnemental. Par exemple, je donne l'exemple, il y a un projet aujourd'hui qui est en train de se passer entre Gafsa et Gasserine, je pense, d'énergie solaire. Ils ont pris un oasis
qui est symbolique pour cette région. Et ils l'ont transformé en un projet de photovoltaïque, alors qu'ils pouvaient le faire dans une autre terre. Pourquoi détruire une terre agricole et faire un projet de photovoltaïque alors qu'on pouvait le faire dans une autre terre ailleurs et ne pas détruire une terre agricole? Ça rentre dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et de la justice aussi climatique. En Tunisie, franchement, il y a un problème aussi par rapport à Nafid El Ma'louma. La loi n'est pas respectée par plusieurs institutions publiques et gouvernementaux. Et malheureusement, nous avons les décharges pour les ministères qui disent le contraire. Donc, nous avons les décharges de la part des organisations qui ont mentionné aujourd'hui qu'il y a une opacité totale de la part de l'État et du gouvernement par rapport à Nafid El Ma'louma. Les journalistes aujourd'hui galèrent pour avoir l'information. Et ça met plusieurs points d'interrogation. Soit nous n'avons pas des études d'impact environnementaux, soit nous ne voulons pas donner l'information. Et nous, on est de bonne intention, donc nous laissons la réponse à l'État et au gouvernement. Juste avant de finir, si on veut changer quelque chose, que ce soit l'écosystème maritime et tout, il faut comprendre que ce soit Ken Lidar est le secteur privé le problème. Il faut comprendre les gens qui il ne faut pas faire la guerre. La mentalité de la destruction totale ou la reconstruction, personnellement, I don't believe in it. كيف بدنا نخدموا في تونس أنا personnellement بحث في قسم مكافحة الإرهاب، بحث في الجيش، بحث في قسم مكافحة الإرهاب تاع ثكنة العوينة ومتاع وزارة الداخلية الأربعة. أسهل حاجة كنت اي بتخوا لبس عليها مي كنت نجم نطلع نكتب بوست في الفيسبوك ونبكي ونشكي وعملوا لي بقدير لي واحد وكل. Or que à ce moment-là, on a pris la décision. نفهموهم هم علاش عملوا كيكا، حكينا معاهم، on les a éduqués شنو نعملوا. توا من اول عباد كي زون تيستي نو فيكول سي الداخليه والجيش، من احسن لي بارتنير اللي عندنا. لعمرنا وقف لنا حتى كونتونير وحتى امبور لا في الديوانه لا في الاكسبور لا في الامبور. Donc juste retour d'expérience, si on veut changer des choses, on ne doit pas faire la guerre avec le gouvernement. Et voilà. Il faut toujours dans une position positive pour avancer. Jamais le négatif ou jamais rompre n'arrange les choses. Moi, je dirais un truc que tu as soulevé, Mahdi, pour terminer. Effectivement, voyager, c'est bien beau. Il ne faut pas oublier CO2. Quand on prend l'avion, il faut se projeter qu'on émet du CO2 et qui est nuisible. Aujourd'hui, il faut voyager autrement. Il faut trouver d'autres alternatives. Les bateaux, c'est long, mais c'est mieux. Le train, peut-être, et autres moyens. Ou alors, jusqu'à ce que les avions vraiment mettent leur taxe carbone et l'appliquent complètement. Mais ça reste vraiment un problème pour les réchauffements climatiques. C'est par là que je termine et on ouvre un autre débat peut-être pour les prochaines conférences. Merci à tous.